Dans cette vidéo, nous allons parler des protéines. Les protéines, on entend souvent que c'est très important pour la prise de poids, enfin du coup la prise de masse plutôt, ou pour la perte de poids, que les protéines, c'est là-dessus qu'il faut miser, il faut faire des régimes hyperprotéinés, etc., tels que du camp. Du coup, on va voir pourquoi elles sont importantes, leur rôle, etc., mais on verra que ça ne sert à rien d'en abuser non plus. Qu'est-ce que les protéines? Tout d'abord, on va commencer par les bases. Les protéines, c'est un enchaînement d'acides aminés. Si on pouvait donner une image de la vie de tous les jours, les acides aminés seraient les briques et la protéine serait le mur. Donc, pour fabriquer de la protéine, il faut des acides aminés. Si on a au minimum 100 acides aminés, on va appeler ça une protéine. En dessous, ça aura d'autres noms, mais on va rester sur les protéines. Donc voilà, on va avoir 20 acides aminés qui existent. Donc pour faire 100 acides aminés, forcément ça va être un mélange des 20 acides aminés. Dans ces 20 acides aminés, on va avoir 9 acides aminés qui sont dits indispensables. Indispensables, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme, fabriqués par l'organisme, ils doivent être apportés par l'alimentation. Tous les acides aminés indispensables doivent être représentés en quantité suffisante pour fabriquer de la protéine. On le verra un peu plus en détail après. Les rôles et les besoins en protéines. Pourquoi on a besoin de protéines? Pourquoi c'est si important? Souvent, on va automatiquement lier protéines et masse musculaire. Oui et non, il n'y a pas que ça. Le rôle des protéines. Un des premiers rôles, c'est le rôle structural des protéines, c'est-à-dire les protéines sont le principal matériau de nos tissus. Les tissus musculaires, les os, le tissu au niveau des cheveux, les tendons, la peau, etc. Mais donc ça ne joue pas un rôle que sur les tissus, dont le tissu musculaire, ça va jouer aussi un rôle sur la synthèse hormonale. La synthèse hormonale, par exemple, l'insuline, qui est une hormone qui va réguler la glycémie, qu'on verra plus tard, du coup est faite à partir de protéines. Ça va aussi jouer dans la synthèse des enzymes. Les enzymes, c'est ce qui sert à faire tout ce qui se passe au niveau de notre corps, tout ce qui est voie métabolique, donc qui joue énormément dans le métabolisme, mais aussi dans la digestion. Ce sont des protéines. La synthèse des anticorps, les anticorps qui aident contre les virus de l'hiver, qui est en fait le système immunitaire, du coup, c'est des protéines. Donc c'est pareil, si on n'apporte pas cette protéine, bah, le corps va avoir du mal à combattre voilà, les petits maux de l'hiver. Ou de l'été même. Hein. Le transport, ça va jouer un rôle dans le transport. L'hémoglobine, qui se trouve du coup au niveau du sang, c'est une protéine qui permet de transporter l'oxygène. Donc c'est pareil, c'est important aussi à ce niveau-là. Et ça va quand même avoir en effet un rôle dans le maintien ou la perte de poids via un effet satiétogène. Donc éviter les fringales derrière. Les protéines, du coup, ça a aussi un effet, ça joue aussi un rôle dans le maintien et la perte de poids parce que ça va permettre la synthèse de la sérotonine. La sérotonine permet de stabiliser l'humeur et elle diminue les envies de manger émotionnelles. Donc encore une fois, ça va jouer sur le maintien et la perte de poids. Faut savoir que les protéines, on n'a pas de réserve en protéines à proprement parler. Chaque jour, on va avoir des protéines qui vont se détruire, qui vont se reconfigurer, qui vont servir à la synthèse de nouvelles protéines. Ça représente 3/4. Et le quart restant, il va être oxydé et il doit être apporté par l'alimentation. Donc en fait, nos tissus se renouvellent en permanence. Quand du coup on mange un aliment qui va être riche en protéines, où on va avoir des protéines, les acides aminés qui composent cette protéine vont être dégradés, ils vont être séparés, ils vont se retrouver dans le sang et ils vont être utilisés et transformés pour refabriquer de la protéine derrière. Donc encore une fois, on n'a pas de réserve de protéines. Les muscles ne sont pas des réserves en protéines. C'est important de le comprendre. Les besoins en protéines. Une personne sédentaire ou qui ne bouge pas énormément, ses besoins sont d'environ 0,83 g par kilogramme de poids de corps par jour. Par exemple, une personne qui va peser 70 kg, ça sera 0,83 g fois 70, et donc ça vient à 58 g de protéines par jour. Ça, c'est une personne assez sédentaire, qui a un travail sédentaire et qui ne bouge pas beaucoup, qui fait peut-être pas énormément d'activité physique ou de sport. Maintenant, une personne active, alors c'est bien 0,83 g, hein. J'ai mis kilogrammes, c'est bien des grammes, je me suis trompée, après c'est corrigé. Donc une personne active, là aussi je me suis trompée, du coup c'est grammes et pas kilogrammes, hein, parce que sinon ça ferait énormément de protéines. Une personne active, elle c'est entre 1,0 à 1,4 g par kilogramme de poids
corps par jour. Donc actif, ça veut dire que même si on a un métier sédentaire, derrière on fait peut-être du sport plusieurs fois par semaine, on bouge pas mal, entre deux, etc. Mais sinon, pour que cela soit plus simple, on dit souvent que c'est entre 10 à 20% de la dépense énergétique journalière. Donc, ce qu'on avait calculé au niveau de l'énergie. Mais où est-ce qu'on retrouve ces protéines? Bon, ça, je pense que vous connaissez pas mal de sources de protéines. On va voir tout ce qui est protéines végétales, donc les légumes secs, les légumineuses, donc tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, fèves, lentilles, etc. Les fruits à coque, tout ce qui est noisettes, cacahuètes, noix, amandes, pistaches. On va avoir le soja sous forme par exemple de tofu. Alors le soja, il faut faire attention parce que c'est un perturbateur endocrinien, donc il va venir perturber notre système endocrinien, donc au niveau des hormones, donc il ne faut pas en abuser non plus. Normalement, on conseille maximum un produit à base de soja par jour. Donc on va avoir l'avoine et le quinoa, on va avoir les céréales complètes comme pâtes, riz, etc. Alors malgré qu'elles soient riches en protéines végétales, elles ne remplaceront pas par exemple un steak haché dans l'assiette. C'est pas parce qu'on a des pâtes complètes que ça va apporter autant de protéines. Elles ont plus de protéines que les pâtes blanches, maintenant elles ne permettent pas de remplacer la protéine dans l'assiette. Et les protéines végétales structurées, donc les protéines végétales structurées, tout ce qui est steak de soja, nuggets végétales, etc. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tous les produits ultra transformés que moi je déconseille tous les jours parce que ça reste ultra transformé, pas parce que c'est vegan ou végétarien, vraiment parce que c'est ultra transformé. Faut savoir que tout ce qui va être lait végétaux comme l'amande ou le lait de coco ou les jus du coup végétaux, soja, riz, etc. ne remplace pas le lait de vache. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas autant de protéines, on a beaucoup plus de sucre et on n'a pas autant de calcium. Ils ne se valent pas. La boisson végétale qui va se rapprocher le plus du lait de vache, par contre, ça va être le soja pour le coup. Ensuite, on va voir les protéines animales, donc ce que vous connaissez sûrement, les viandes, donc viande de mouton, de bœuf, de porc, les volailles, tout ce qui est poulet, dinde, etc. Les charcuteries, on va avoir les poissons et les crustacés, l'œuf, qui est riche en protéines, et les produits laitiers. Avec les produits laitiers, surtout le fromage. Après, on en retrouvera dans le lait et les yaourts, les fromages blancs. Maintenant, les yaourts, les fromages blancs et le lait ne permettent pas non plus de remplacer un morceau de viande dans l'assiette. Du coup, pour ces protéines végétales et animales, on entend beaucoup en ce moment qu'il faut privilégier les protéines végétales. Alors oui, ça peut être intéressant en effet de privilégier les protéines végétales. Maintenant, on va voir ce qu'il y a de bien dans les protéines végétales, de moins bien, et pareil pour les protéines animales. Et on verra encore une fois que c'est important de varier. Les protéines végétales, au niveau des acides aminés indispensables, donc qui doivent être apportés pour bien fabriquer de la protéine, on ne les retrouve pas tous en quantité suffisante. Par exemple, je vais parler avec des lettres pour que ça soit simple, si dans les pâtes, on a l'acide aminé A qui est bien représenté, dans les légumes secs, l'acide aminé A n'est pas représenté en quantité suffisante. Mais dans les pâtes, l'acide aminé B n'est pas représenté en quantité suffisante, mais est représenté en quantité suffisante dans les légumes secs. En fait, il faut avoir une complémentarité entre les légumes secs et les céréales ou les féculents. Donc en fait, quand vous voulez remplacer un morceau de viande ou des protéines animales par des protéines végétales comme les légumes secs, il faut penser à bien avoir un féculent à côté pour avoir cette complémentarité en acides aminés et pouvoir bien fabriquer de la protéine derrière. Mais les aliments riches en protéines végétales sont des aliments qui sont souvent riches en fibres, donc qui vont être bons pour le microbiote. Le microbiote, il y aura une vidéo sur le microbiote. Donc, intéressante, parce que du coup, on a aussi un apport en fibres. Et souvent, on a un coût qui est moindre. Du coup, par exemple, tout ce qui est légumes secs, ça va coûter moins cher qu'un steak. Un steak haché, par exemple. Au niveau des protéines animales, à contrario, les aliments qui possèdent des protéines animales, on va avoir les acides aminés indispensables présents en quantité suffisante. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une complémentarité avec d'autres aliments. Après, de toute manière, on ne mange jamais qu'un steak haché, qu'un blanc de poulet, qu'un œuf, comme ça. Donc ça, c'est... voilà. Mais on aura tous les acides aminés indispensables représentés en quantité suffisante, donc très intéressant. Les aliments riches en protéines végétales sont aussi des aliments riches en vitamine B12, que l'on retrouve très peu dans les protéines végétales. Donc si jamais on a une alimentation végétarienne ou végane, il est important de
d'aller voir le médecin, de faire une prise de sang pour contrôler, voir si on n'a pas de carence en vitamine B12. Ça coûte rien de faire une prise de sang de temps en temps. Et voilà, et de se supplémenter si besoin. Mais à contrario, les protéines d'origine animale, comme le poisson et la viande, coûtent plus cher. On a les œufs qui coûtent moins cher, donc ça peut être une bonne alternative aussi pour apporter des protéines de bonne qualité, surtout que les œufs sont vraiment l'aliment de référence au niveau des protéines. Protéines et sport. Pourquoi je fais un petit chapitre sur les protéines et sport? Alors, j'aime bien parler de protéines et sport parce que souvent, on associe les protéines au sport, en fait, tout simplement, ceux avec leur shaker de protéines, etc. Donc, c'est important de comprendre protéines et sport ou activité physique, mais je veux vraiment me focus plus sur le sport que l'activité physique. Il faut savoir que l'activité physique modifie le métabolisme des protéines. En fait, pendant qu'on fait un exercice, alors surtout pendant qu'on fait un exercice de musculation par exemple, on va venir dégrader, on va avoir un catabolisme des protéines, c'est-à-dire on va avoir des protéines qui vont se détruire. La dégradation des protéines sera supérieure à la synthèse des protéines, c'est-à-dire qu'on sera plus en train de détruire des protéines que d'en fabriquer. Donc pour ceux qui font de la musculation, prendre un shaker de protéines pendant l'entraînement n'aura aucun effet parce qu'en fait on va apporter des protéines qui ne seront pas absorbées derrière, qui ne permettront pas de fabriquer du muscle dans ce cas-là parce qu'on sera en dégradation. Et à l'inverse, après l'exercice, en phase de récupération, là on aura une synthèse qui sera supérieure à la dégradation, donc une fabrication des protéines supérieure. Et c'est là où ça peut être intéressant d'apporter des protéines pour bien refabriquer de la fibre musculaire derrière. Mais il faut ajuster les apports en protéines en fonction du coup de l'intensité, de la durée, de la fréquence et du type d'entraînement. Si demain vous allez faire 30 minutes de sport, ce n'est pas nécessaire derrière de manger quelque chose si vous n'avez pas faim pour refabriquer des protéines. Il faut vraiment adapter ça aussi au niveau d'entraînement, au poids de la personne, encore une fois comme on l'a vu avec les besoins, et à l'apport conjoint ou non de glucides. Quand on est en recherche de prise de masse, si on n'apporte que des protéines, elles vont être moins bien absorbées et utilisées derrière sans glucides qu'avec glucides. Parce que les glucides, encore une fois, vont permettre la synthèse de l'insuline et l'insuline va aider du coup à l'absorption des protéines. Donc souvent c'est intéressant d'avoir un apport en glucides à côté. Attention justement si vous avez un objectif de prise de masse musculaire ou pour les personnes qui ont un objectif de prise de masse musculaire. Souvent ces personnes-là vont du coup augmenter leur apport en protéines à plus que ce qu'on a vu. Donc pour une personne active, on avait vu 1 à 1,4 g de protéines par poids de corps. Là, souvent, les personnes en prise de masse vont augmenter jusqu'à 2, voire 2,5 pour certaines, même 3. Normalement, alors il faut essayer de ne pas dépasser 2,5 g par kilogramme de poids corporel par jour. Ces 2,5 g par jour, il ne faut pas dépasser 6 mois par an. Il ne faut pas prendre pendant un an, tous les jours, l'équivalent de 2,5 g par kilogramme de poids par jour. Il faut être suivi par un médecin, c'est important. Et les 2/3 des apports protéiques doivent être apportés par l'alimentation. Donc exit tout ce qui est poudre de protéines, etc. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et souvent, si on veut prendre de la masse musculaire, il faut apporter des protéines, mais pas que. Si vous apportez que des protéines, qui n'est pas... Les protéines, on le rappelle, on l'avait vu dans la première vidéo, c'est 4 kilocalories par protéine, mais les protéines n'ont pas un rôle énergétique. Donc en fait, si derrière, on n'augmente pas non plus les calories, il n'y aura pas de prise de masse derrière. Donc si en fait, on apporte beaucoup de protéines, mais pas de calories derrière, donc comme ce qu'on retrouve dans les shakers de protéines, où forcément c'est pas très riche en calories, vu qu'il n'y a que des protéines et que c'est mis souvent dans de l'eau, et ben du coup, voilà, on n'a pas les calories qui suivent derrière. Doubler les apports en protéines ne double pas la masse musculaire. C'est pas parce que demain je mange 2 fois plus de protéines que je vais prendre 2 fois plus de muscles. Ça ne marche pas comme ça. Et il faut faire attention car un excès en protéines peut provoquer un risque de déshydratation. Donc risque de déshydratation qui va jouer au final sur la performance parce que si le corps n'est pas assez hydraté, il peut pas, voilà, ça suit pas au niveau du sport, ça c'est sûr. Une carence en vitamine B6 et un dysfonctionnement de la fonction rénale. Même s'il y a beaucoup de personnes qui disent non, c'est pas vrai, il y a des études qui prouvent que ça touche pas le rein. On n'est pas à l'abri de pas savoir que notre rein a un petit défaut entre guillemets et que ça peut du coup enclencher un problème au niveau de la fonction rénale. Donc il faut toujours faire attention avec ça.
Un apport d'ailleurs supérieur à 30 grammes de protéines par prise alimentaire va être inutile. Pourquoi? Parce que au-dessus de 30 grammes, en fait, le corps ne va pas en faire de la protéine derrière. Et il y en a qui vont, il y a une partie qui va aller dans les toilettes en fait. Et c'est pour ça que ça peut venir faire un dysfonctionnement au niveau de la fonction rénale, c'est que les protéines, comme elles peuvent pas être absorbées, elles se retrouvent dans l'urine, sauf que les protéines, c'est quand même des grosses molécules, et donc voilà. Ça peut être jusqu'à 40 à 50 grammes pour les haltérophiles, par prise alimentaire, hein, pas par jour, parce qu'ils ont beaucoup de masse musculaire et ils font un travail de la masse totale. Mais voilà, les haltérophiles, ils sont suivis. C'est pas, voilà, on ne devient pas haltérophile du jour au lendemain, c'est petit à petit. Et donc, petit à petit, en fait, on augmente les protéines et le corps a le temps de s'adapter. Ça, c'est important. Donc voilà, si votre objectif, c'est une prise de masse, moi, ce que je vous conseille post-entraînement, c'est de faire plutôt un smoothie avec du lait, une banane bien mûre, pourquoi pas ajouter du sucre vanillé. Comme ça, vous aurez les protéines du lait. Dans les protéines du lait, on retrouve des protéines rapides, qui est le lactosérum, donc qui va permettre une reconstruction du muscle rapidement après l'entraînement, mais des protéines lentes aussi, qui sont la caséine, qui vont permettre une reconstruction du muscle aussi à long terme. Et donc, en fait, on aura une bonne reconstruction de la masse musculaire et ça permet une bonne prise de masse et on a les calories qui vont être apportées. Et par la banane et le sucre vanillé, et surtout les glucides qui vont aider à l'absorption de ces protéines. Donc ça peut être très intéressant, un smoothie comme ça, en sachant que quand on fait une activité physique et qu'on veut prendre par exemple un shaker ou un smoothie, c'est bien d'attendre 30 minutes et il faut le prendre entre 30 minutes à 2h30 après l'entraînement. Donc voilà pour les protéines.